Son souffle s'est coupé lorsqu'un inconnu lui a serré la gorge, étouffant sa voix dans un restaurant bondé où personne n'osait bouger. Il pensait qu'elle n'était qu'une fille parmi d'autres, jusqu'à ce qu'une chaise racle derrière lui et qu'une voix calme dise « Lâchez ma fille ». Le voyou a ri, sans se rendre compte que l'homme qui se tenait devant lui possédait tout ce qu'il était sur le point de perdre. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « S'abonner » pour ne rien manquer de la suite. J'ai une autre histoire inoubliable à vous raconter demain. Et tant que vous êtes là, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire d'où vous nous regardez. J'adore voir notre communauté s'étendre aux quatre coins du monde. Bon, revenons à notre histoire. Le bras tatoué de bronze enserrait la gorge de Rachel Renard, la tirant en arrière dans la banquette en vinyle. Elle ne pouvait plus respirer. Ses mains griffaient sa peau. Ses ongles s'enfonçaient dans l'encre qu'elle ne pouvait pas voir à cause de la panique qui envahissait sa vision. Le restaurant se figea, les fourchettes suspendues en l'air. Les conversations s'interrompirent au milieu d'une phrase. Tout le monde avait trop peur pour bouger. « Tu ne sais pas à qui tu as affaire, ma chérie. » La voix de Braun dégageait l'assurance décontractée d'un homme qui avait déjà fait cela auparavant. Il serra plus fort, sa poigne se resserrant comme un étau autour de sa trachée. La vision de Rachel se brouilla sur les bords. Une salière se renversa et roula sur la table en mica rouge. Ses jambes donnèrent des coups inutiles contre le dessous de la banquette. Le denim frottait contre le vinyle craquelé. De l'autre côté de la vitrine, la conversation entre Elliot Renard et son chauffeur s'interrompit au milieu d'une phrase. Ses yeux sombres suivirent le mouvement à travers la vitre. Une lutte dans la banquette arrière, le visage de sa fille qui pâlissait. Le bras épais d'un inconnu autour de son cou. Sa mâchoire se crispa. Sa main lâcha le téléphone. Braun avait commis sa première erreur. Il avait attaqué quelqu'un sans savoir quel sang coulait dans ses veines. Sa deuxième erreur serait de ne pas reconnaître l'homme qui traversait maintenant la porte du restaurant. Le soleil de fin d'après-midi traversait les fenêtres du restaurant routier Joe's, projetant de longues ombres sur les banquettes en vinyle rouge et les tables écaillées. 20 minutes plus tôt, Elliot Renard était assis en face de sa fille dans la banquette du fond, la même que Rachel avait spécifiquement demandé lorsqu'elle lui avait donné rendez-vous ici. Un terrain neutre, avait-elle dit, public, normal, loin de son univers. À 43 ans, Elliot avait exactement l'air de ce qu'il était. Un homme qui inspirait la crainte sans élever la voix. Les cheveux noirs lissés en arrière, la mâchoire anguleuse ombragée par une barbe de 3 jours. La veste de costume noir ouverte au col, révélant le bord de tatouage qui disparaissait sous le tissu coûteux. Une chaîne en or brillait à son cou. Ses mains reposaient sur la table, cailleuses, maîtrisées, ornées de bagues qui avaient une signification pour ceux qui savaient les déchiffrer. Il avait accepté les conditions de Rachel cet après-midi-là. Pas de garde du corps suffisamment proche pour entendre la conversation. Pas de sécurité visible à l'intérieur du restaurant. Ces hommes attendaient dehors, sur le parking, surveillant la rue depuis leur position près des SUV noirs. Elliot avait fait quelque chose de rare. Il avait fait confiance à la demande d'intimité de sa fille. À présent, alors que la porte vitrée s'ouvrait et que ses chaussures de ville cirées franchissaient le seuil pour revenir dans le restaurant Joe's, cette confiance s'était transformée en quelque chose d'infiniment plus dangereux. Le restaurant était devenu silencieux en son absence. Ce silence pesant où tout le monde sait qu'il se passe quelque chose de terrible, mais où personne n'ose intervenir. Les yeux d'Elliot repérèrent immédiatement la scène. Rachel, qui se débattait dans l'étreinte d'un inconnu, le visage livide, les mains griffant désespérément un avant-bras tatoué qui semblait appartenir à quelqu'un dont le métier était de casser des os. Derrière eux, d'autres clients étaient figés dans leur siège, une femme blonde, la main sur la bouche, les yeux écarquillés d'horreur. Un homme d'âge moyen à l'arrière, paralysé. Une femme âgée près de la fenêtre, serrant son sac à main comme s'il pouvait la protéger de ce dont elle était témoin. Aucun d'entre eux ne bougeait. Aucun d'entre eux n'osait bouger. L'expression d'Elliot ne changea pas alors qu'il s'enfonçait dans le restaurant. Son pas était mesuré, contrôlé, le même pas délibéré qu'il utilisait pour entrer dans les salles de réunion, les entrepôts ou les négociations dans les ruelles. Chaque pas était déterminé, chaque mouvement calculé. Braun était trop concentré sur Rachel pour remarquer son approche. Il se pencha vers son oreille, son souffle chaud contre sa peau.
Tu aurais dû faire plus attention à qui tu énervais, princesse. Quelqu'un veut que tu te souviennes de ta place. Les doigts de Rachel faiblirent contre son avant-bras. Sa poitrine se soulevait, cherchant désespérément de l'air qui ne venait pas. Des taches noires dansaient devant ses yeux comme des parasites sur un téléviseur mourant. Le sol craqua derrière Bronn. Une ombre tomba sur la cabine. Puis une voix, basse, calme et absolument mortelle, rompit le silence. « Retire ta main, ma fille. » Bronn releva brusquement la tête. Elliot Renard se tenait à 1 mètre de lui, les mains sur les côtés, la veste légèrement retroussée au niveau des hanches. Aucune arme visible, aucune posture agressive, juste une présence. Le genre de présence qui poussait les hommes mûrs à reconsidérer leur choix de vie. Pendant une fraction de seconde, la poigne de bronze se relâcha sur la gorge de Rachel. La confusion se refléta sur son visage. « Ma fille ?» Il jeta un coup d'œil à la jeune femme qui s'étouffait dans ses bras, puis revint vers l'homme en costume coûteux, dont les yeux étaient devenus froids comme l'acier en hiver, dis-je. Elliot répéta, en s'approchant d'un pas, « Retirez votre main de ma fille. » Tout le restaurant retint son souffle. La confusion de Bronn se transforma en défi. Il avait reçu des ordres. Il avait été envoyé pour faire passer un message. Il ne savait pas qui était ce type en costume. « Mais tu dois reculer, vieil homme. » Bronn grogna en resserrant son étreinte sur Rachel. « Cela ne te concerne pas. » Elliot pencha légèrement la tête, comme s'il réfléchissait à quelque chose de vaguement intéressant. « Tu as 3 secondes, sinon je te brise tous les os du bras avant que tu ne touches le sol. » Bronn éclata d'un rire rauque et désagréable. « Tu ne sais pas à qui tu as affaire. » Elliot bougea. L'instant d'avant, il était immobile, les mains ballantes le long du corps. L'instant d'après, sa main droite jaillit comme un serpent prêt à frapper, ses doigts se refermant sur le poignet de Bronn avec une force écrasante. Ce coup sur un point de pression était le résultat de nombreuses années d'expérience condensées en un seul mouvement. La prise de Bronn sur la gorge de Rachel se relâcha instantanément, ses mains s'ouvrant dans un spasme. Rachel haleta, aspirant désespérément de l'air dans ses poumons alors qu'elle s'effondrait en avant sur la table, toussant violemment. Elliot ne s'arrêta pas. Il tordit le bras de Bronn avec une efficacité brutale, utilisant son poids et son anatomie contre l'homme plus grand que lui. Le corps de Bronn suivit la direction de la douleur, se relevant à moitié de la banquette avant qu'Elliot ne le projette sur le côté dans l'allée. Bronn trébucha, se rattrapant à la table voisine. Il se mit à gesticuler sauvagement, son poing gauche fendant l'air à l'endroit où se trouvait la tête d'Elliot une fraction de seconde plus tôt. Elliot esquiva le coup de poing et enfonça son genou dans le plexus solaire de Bronn. L'air explosa des poumons de Bronn. Avant qu'il ne puisse se plier en deux, la paume d'Elliot frappa vers le haut, l'atteignant sous la mâchoire avec une force précisément calibrée, suffisante pour lui brouiller les sens. Pas assez pour le tuer. Pas ici. Pas devant Rachel. Les yeux de Bronn se révulsèrent. Ses genoux fléchirent. Il tomba face contre terre, inconscient avant même que sa joue ne touche le linoléum usé. Tout cela avait pris moins de 6 secondes. Elliot ne regarda même pas le corps. Il se tourna immédiatement vers Rachel, s'agenouillant à côté de la cabine, posant doucement sa main sur son épaule. « Rachel, regarde-moi. » Elle leva la tête, les larmes coulant sur son visage rougi, une main massant sa gorge meurtrie. Ses yeux rencontrèrent ceux de son père, terrifié, confus et soulagé à la fois. « Je suis là, » murmura Elliot, la voix tremblante pour la première fois depuis des années, sa main en coupe sur sa joue, son pouce essuyant ses larmes. « Tu es en sécurité maintenant. Je suis là. » Dehors, des portières de voitures claquèrent. Ces hommes avaient entendu le vacarme. À l'intérieur, le restaurant resta figé. Tous les témoins comprenaient désormais exactement qui ils venaient de voir à l'œuvre. Elliot Renard aida sa fille à sortir de la banquette, enroulant sa veste de costume autour de ses épaules tremblantes, son autre bras fermement autour de sa taille. Et alors que les sirènes hurlaient au loin, se rapprochant à chaque seconde, une vérité devint évidente pour tous les clients du restaurant routier de Joe. Bronn avait étranglé la mauvaise fille, et il l'avait fait devant le seul homme qui ne laisserait jamais cela impuni. 7 ans plus tôt, Elliot Renard se tenait dans le couloir d'un hôpital, sous les néons bourdonnants, les paroles du médecin résonnant dans ses oreilles comme des coups de feu. « Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Je suis désolé.
Sa femme, Isabelle, était partie. Un anévrisme, sans avertissement, sans avoir le temps de dire au revoir. Elle était là un instant, riant tout en préparant le petit déjeuner, et l'instant d'après, elle s'était effondrée sur le sol de la cuisine sous les yeux de leur fille de 5 ans, qui la regardait depuis le seuil de la porte, serrant d'un lapin en peluche dans ses bras. Elliot avait bâti un empire sur le contrôle, sur le risque calculé, sur la capacité à anticiper 3 coups à l'avance. Mais il ne pouvait pas contrôler la rupture d'un vaisseau sanguin dans le cerveau de sa femme. Il ne pouvait pas anticiper le moment où son monde entier allait se briser en deux. Il était retourné dans la chambre d'hôpital où Isabelle gisait immobile, la main déjà froide, et avait fait une promesse silencieuse. Rachel ne connaîtrait plus jamais cette douleur. Il la protégerait de tout, de toutes les menaces, de tous les dangers, de toutes les possibilités de perte, même si cela signifiait devenir le genre d'homme que sa femme l'avait supplié de ne pas être. Les premières années ont été plus difficiles que toutes les négociations qu'Elliot avait jamais menées. Une enfant de 5 ans ne comprenait pas pourquoi maman ne rentrait pas à la maison. Elle ne comprenait pas pourquoi le téléphone de papa sonnait à toute heure. Pourquoi des hommes en costume sombre se présentaient à leur porte. Pourquoi ils avaient quitté leur maison de banlieue pour s'installer dans un domaine fermé, avec des caméras à chaque coin. Rachel a pleuré jusqu'à s'endormir pendant des mois. Elliot s'asseyait devant la porte de sa chambre pour l'écouter, incapable de la réconforter comme Isabelle l'aurait fait. Il ne savait pas trouver les mots justes. Il ne savait pas comment expliquer la mort à quelqu'un qui croyait encore aux contes de fées. Il a donc fait ce qu'il savait faire. Il a construit des murs, d'abord physiques, des systèmes de sécurité, du personnel contrôlé, des chauffeurs qui faisaient également office de garde du corps, puis des murs émotionnels. Il est devenu plus strict, plus structuré. L'heure du coucher n'était pas négociable. Les devoirs scolaires étaient supervisés. Les amis étaient soigneusement sélectionnés. Les antécédents de leurs parents étaient vérifiés par son réseau avant que Rachel puisse assister à une seule sortie entre amis. Elle a grandi dans une forteresse, en sécurité mais isolée. À l'âge de 10 ans, Rachel a commencé à poser des questions auxquelles Elliot ne pouvait pas éluder. « Pourquoi les gens te regardent comme ça, papa? » Ils étaient dans un restaurant, rien d'extraordinaire, juste un endroit familial près de son école. Mais le propriétaire s'était précipité dès qu'Elliot était entré, lui offrant la meilleure table, refusant d'être payé, les mains légèrement tremblantes lorsqu'il versait l'eau. Elliot avait observé sa fille observer l'interaction. Ses yeux perçants enregistraient chaque détail. « Comme quoi, ma chérie? Comme s'ils avaient une peur de toi. » Il avait envisagé de mentir, de lui dire que les gens le respectaient, l'admiraient, le vénéraient. Mais la voix d'Isabelle lui avait murmuré dans sa mémoire « Ne mens jamais à notre fille. » Et Elliot s'était retrouvé pris entre l'homme qu'il avait été et l'homme qu'il était devenu. « Certaines personnes ont peur, avait-il admis avec prudence, à cause de mon travail. Quel travail? Je m'assure que les gens respectent les règles. Que se passe-t-il s'ils ne les respectent pas? » Elliot avait croisé son regard. Les yeux d'Isabelle, sombres, intelligents et trop perspicaces pour une enfant de 10 ans, et il avait compris que sa fille était déjà en train de reconstituer les vérités qu'il avait essayé de lui cacher. « Alors il y a des conséquences, avait-il dit doucement. Rachel avait absorbé cela avec le sérieux avec lequel elle abordait tout. Puis elle avait posé la question qui le hantait encore. « C'est pour ça que maman est morte? Parce que quelqu'un a enfreint les règles? » Non, ma chérie, non. Ta mère est morte parce que parfois, des choses terribles arrivent et personne ne peut les empêcher. Mais même en disant cela, Elliot connaissait la vérité profonde. Isabelle était morte parce qu'il était trop concentré sur la construction de son empire pour remarquer qu'elle avait des maux de tête, qu'elle était fatiguée, qu'elle avait besoin de consulter un médecin plusieurs semaines avant ce matin-là dans la cuisine. Il l'avait laissé tomber. Il ne laisserait pas tomber Rachel. À 13 ans, Rachel avait cessé de poser des questions sur son travail. Elle avait commencé à remarquer d'autres choses, comme le fait que les parents de ses camarades de classe évitaient de s'asseoir près d'Elliot lors des événements scolaires. Elle avait remarqué que les invitations aux fêtes d'anniversaire avaient cessé dès que les autres familles avaient appris son nom de famille, et elle avait remarqué les chuchotements qui la suivaient dans les couloirs. Elle avait commencé à prendre ses distances, pas de manière spectaculaire. Rachel lui ressemblait trop pour se rebeller comme une adolescente.
Mais elle a cessé de lui raconter sa journée. Elle a cessé de le présenter à ses amis. Elle a cessé de lui demander de l'accompagner aux événements scolaires. Elliot a essayé de combler le fossé avec des cadeaux, une voiture pour ses 16 ans, un fonds pour ses études qui lui permettrait d'acheter tout ce dont elle aurait besoin pour son avenir. Mais Rachel ne voulait pas de choses matérielles. Elle voulait le père qu'elle avait perdu le jour où sa mère était morte. Le point de rupture était survenu 6 mois plus tôt, juste après son 18e anniversaire. Rachel avait été acceptée dans une université à l'autre bout du pays, délibérément choisie pour son éloignement d'Elliot. Quand elle le lui avait annoncé, il s'était immédiatement mis à passer des coupes de fil, à organiser la sécurité, à inspecter des appartements près du campus. Non, avait simplement répondu Rachel. Elliot avait levé les yeux de son téléphone perplexe. Non quoi? Pas de garde, pas de sécurité, pas de surveillance. J'y vais seul. Ce n'est pas prudent. Je m'en fiche. Rachel, tu ne comprends pas le genre de personnes qui travaillent pour toi. Elle s'était levée de table, la voix tremblante, mais ferme. Je comprends parfaitement, papa. Je comprends depuis que j'ai 10 ans. Tu diriges cette ville. Les gens ont peur de toi, et je ne veux pas en faire partie. Ces mots l'avaient frappé comme des coups physiques. Tout ce que j'ai fait, avait dit Elliot doucement, c'était pour te protéger. Tu t'es protégé toi-même, avait rétorqué Rachel, en ressentant ce que tu avais ressenti quand maman est morte. Tu as bâti cet empire pour ne plus jamais te sentir impuissant. Mais je ne suis pas ton empire, papa. Je suis ta fille, et je veux juste retrouver mon père. Elle avait quitté la pièce avant qu'Elliot n'ait pu répondre. Il était resté assis seul à table pendant 1 heure, fixant la chaise vide en face de lui, entendant à nouveau la voix d'Isabelle. Ne laisse pas ton travail te consumer. Ne le laisse pas t'éloigner de nous. Trop tard, avait-il pensé. Mais 3 semaines plus tôt, Rachel avait appelé. Elle n'était ni en colère, ni distante, juste calme. On peut parler? Avait-elle demandé. Vraiment parler? Dans un endroit normal, juste nous deux. Elliot avait immédiatement accepté, désespérément. Elle avait choisi le restaurant routier de Joe. Public, neutre, loin de son univers. Et Elliot avait pris la décision de lui faire confiance, de lui donner ce qu'elle demandait, de l'intimité, de la normalité, une conversation sans son ombre qui planait au-dessus d'eux. Il avait laissé ses hommes dehors. Il s'était assis en face d'elle dans cette banquette en vinyle rouge, et il avait écouté Rachel lui dire qu'elle l'aimait, mais qu'elle ne pouvait pas aimer ce qu'il était devenu. Puis son téléphone avait vibré. Il était sorti, et pendant ces 3 minutes d'absence, la pourriture de son empire avait atteint les seules choses qu'il avait juré de garder pures. Maintenant, debout dans ce même restaurant, avec Rachel tremblante dans ses bras et Brun inconscient sur le sol, Elliot comprenait avec une clarté écrasante que sa protection avait échoué. Son monde avait finalement rattrapé sa fille, et il y aurait des conséquences. 3 heures avant que le bras de Brown ne se referme sur la gorge de Rachel, Elliot Renard se tenait dans son bureau fixant le SMS de sa fille. On peut se voir aujourd'hui? Juste nous deux. Je veux parler, vraiment parler. Le message était arrivé à 11h47. Elliot l'avait lu 17 fois, analysant chaque mot, chaque implication. Dans son monde, nous devons parler était généralement précédé de trahison, d'exigence ou d'ultimatum. Mais c'était Rachel et elle avait dit « juste nous ». Il avait tapé et effacé 4 réponses différentes avant de se décider pour « dis-moi où ». Sa réponse fut immédiate. Joe's Roadside Diner, Route 9, 15 heures, et papa, viens seul, s'il te plaît. Pas de sécurité à l'intérieur. J'ai besoin que ça ait l'air normal. Elliot avait fixé le mot « normal » comme s'il était écrit dans une langue étrangère. La normalité n'existait pas dans sa vie. Elle n'existait plus depuis la mort d'Isabelle. Et il avait fait des choix qui avaient transformé la protection en domination, la sécurité en contrôle. Mais Rachel le demandait. Alors, à 14h47, Elliot s'était arrêté devant le restaurant Joe's dans sa Mercedes noire, laissant son convoi habituel de SUV à un pâté de maison. Son chauffeur Thomas avait protesté discrètement. Son chef de la sécurité avait été plus virulent. « Monsieur, nous ne pouvons pas vous protéger si nous ne sommes pas là. » « Alors ne me protégez pas, » avait simplement répondu Elliot. « Restez dehors, surveillez le périmètre. Mais ma fille veut une vie normale, et pendant un après-midi, je vais lui offrir cela. » Il était entré seul dans le restaurant,
scrutant la salle avec un instinct qu'il ne pouvait pas désactiver. Les sorties, les lignes de vue, les menaces potentielles. L'endroit était à moitié vide. Quelques camionneurs au comptoir, une famille dans une cabine, un couple âgé près de la fenêtre. Rachel avait déjà pris place dans la banquette du fond, la plus éloignée de l'entrée. Elle avait levé les yeux lorsque la clochette au-dessus de la porte avait tinté, et pendant un instant, Elliot avait revu la petite fille qui courait vers lui lorsqu'il rentrait à la maison, qui lui faisait entièrement confiance avant que le monde ne lui apprenne à ne plus le faire. « Salut, papa. » Sa voix était douce, prudente. « Salut, ma chérie. » Il s'était glissé dans la banquette en face d'elle, soudainement conscient de son apparence déplacée. Costume noir, chaîne en or, tatouage rampant sur son cou. Rachel portait une veste en jean sur une chemise simple, ses cheveux noirs tirés en arrière, sans maquillage. Elle semblait jeune, vulnérable, belle comme sa mère l'avait été. Une serveuse était apparue presque immédiatement. « Du café, s'il vous plaît », avait dit Rachel. Elliot avait acquiescé en demandant un café noir. La serveuse avait versé le café, puis avait disparu, les laissant dans le silence gênant qui était devenu leur norme au cours de l'année écoulée. C'est Rachel qui avait rompu le silence. « Merci d'être venu », avait-elle dit en enroulant ses mains autour de la tasse en céramique. « Et merci d'avoir respecté ma demande concernant la sécurité. »« Tu m'as demandé d'être normal », avait répondu Elliot. « J'essaye. » Quelque chose avait changé dans l'expression de Rachel. Une surprise peut-être, ou de la reconnaissance. Elle avait pris une gorgée de café, rassemblant son courage pour ce qui allait suivre. « J'ai beaucoup réfléchi », avait-elle commencé prudemment. « À propos de nous, de tout ce qui s'est passé depuis la mort de maman. À propos de la distance entre nous. » Elliot avait senti sa poitrine se serrer, mais il avait gardé un visage neutre. « J'y ai pensé aussi. Je sais. » Rachel l'avait regardé droit dans les yeux, comme elle le faisait toujours quand quelque chose était important. « Je sais que tu penses m'avoir déçu, que tu n'étais pas assez présent, que tu n'étais pas le bon père. Mais papa, tu ne m'as pas déçu en étant absent. Tu m'as déçu en étant trop présent, mais de la mauvaise manière. » Ces mots l'avaient blessé précisément parce qu'ils étaient vrais. « J'ai construit des murs pour te protéger », avait dit Elliot doucement. « Tu as construit des murs pour t'empêcher de ressentir quoi que ce soit », avait rétorqué Rachel, sans méchanceté. « Après la mort de maman, tu es devenu quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus dur, de plus effrayant. Et je comprends, vraiment. Toi aussi, tu avais peur de me perdre. Mais papa, tu ne peux pas me protéger de la vie. Tu ne peux pas tout contrôler. » Elliot avait serré les mâchoires en silence. Dehors, Thomas était appuyé contre la Mercedes, observant la rue. Des gens normaux passaient, menant une vie normale, sans le fardeau qu'Elliot portait chaque jour. « Je t'aime », avait soudainement dit Rachel, la voix légèrement brisée. « Je veux que tu saches que quoi qu'il arrive, quoi que je m'apprête à dire, je t'aime. Tu es mon père et tu le seras toujours. » La gorge d'Elliot s'était serrée. « Je t'aime aussi, Rachel. » « Plus que je ne peux l'exprimer, » avait-elle dit en tendant le bras par-dessus la table pour poser sa main sur la sienne. « C'est pourquoi c'est si difficile, parce que je sais que tout ce que tu as fait, tu l'as fait parce que tu m'aimes. Mais je ne peux pas aimer ça, papa. Je ne peux pas aimer ce que tu es devenu. L'empire, la peur, la façon dont les gens vous regardent, vous et moi, comme si nous étions dangereux. Ils vous regardent ainsi à cause de moi, avait dit Elliot, la colère montant dans sa voix. Pas à cause de ce que vous avez fait, et je peux arranger ça. Je peux. Vous ne pouvez pas arranger ça en étant davantage ce que vous êtes, l'avait interrompu Rachel doucement. Vous ne pouvez arranger ça qu'en étant moins, en prenant du recul, en me choisissant plutôt que le pouvoir. La serveuse était revenue avec des menus qu'ils n'avaient pas demandés. Sentant l'attention, elle s'était rapidement retirée. Elliot avait regardé sa fille, cette jeune femme courageuse et belle, qui lui demandait de démanteler tout ce qu'il avait construit. « Si je prends du recul, » avait-il dit prudemment, « il y a des gens qui verront cela comme une faiblesse, des gens qui se retourneront contre moi, contre nous. Alors peut-être que l'Empire ne vaut pas la peine d'être conservé, » avait simplement répondu Rachel. « Ce n'est pas si simple. Si ça l'est, » avait-elle répondu en lui serrant la main. « Papa, je ne veux pas de ta protection si cela te coûte ton âme. Je ne veux pas d'une sécurité qui vient de la peur. Je te veux toi, juste toi, l'homme dont maman est tombée amoureuse, le père qui me lisait des histoires avant de dormir et me préparait de mauvaises crêpes le dimanche matin,
Elliot avait senti quelque chose se briser dans sa poitrine. Le mur qu'il avait mis 7 ans à construire commençait à s'effriter. « J'essaie, » avait-il murmuré. « Mon Dieu, Rachel, j'essaie. Mais je ne sais plus comment être cet homme. »« Oui, tu le sais, » avait-elle répondu. « Tu es cet homme en ce moment même, assis ici, à m'écouter, à te montrer vulnérable. » Ils étaient restés assis en silence pendant un moment, le poids des années entre eux commençant à s'alléger. Puis l'expression de Rachel avait changé, quelque chose de plus sombre traversant ses traits. « Il y a autre chose que je dois te dire, » avait-elle dit, « quelque chose qui se passe à l'école. » Elliot s'était immédiatement redressé, ses instincts s'éveillant. « Quel genre de choses? Des hommes m'observent. » Rachel avait avoué, pas de manière évidente, mais j'ai remarqué les mêmes visages. Différentes voitures garées près du campus. Quelqu'un a posé des questions à ma colocataire sur mon emploi du temps la semaine dernière. Le sang d'Elliot s'était glacé. « Pourquoi tu ne m'as pas dit tout de suite? Parce que je savais que tu réagirais comme ça. » Rachel avait répondu, « Je savais que tu m'enfermerais, que tu me mettrais des gardes, que tu transformerais ma vie en prison. Mais papa, je te le dis maintenant parce que je sais que tu vas réagir différemment, que tu ne vas pas surréagir. » Le téléphone d'Elliot avait vibré dans sa poche. Il l'avait sorti et avait vu le nom de Thomas s'afficher à l'écran. « Je dois répondre, » avait-il dit. « Je suis désolé, juste une seconde. » Il s'était glissé hors de la banquette et s'était dirigé vers la porte d'entrée. Thomas semblait inquiet au sujet d'une voiture qui avait fait 2 fois le tour du pâté de maison, et Elliot était sorti pour évaluer la situation. C'est là que tout avait changé. Ces 3 minutes passées dehors à discuter des protocoles de sécurité, à scruter la rue, à s'assurer que le périmètre était sécurisé, avaient suffi à briser la promesse qu'il avait faite à Rachel. Les 3 minutes pendant lesquelles son monde avait traversé la vitre du restaurant et touché sa fille. Lorsqu'il s'était retourné et avait vu le bras de Bron autour du cou de Rachel, Elliot avait compris avec une clarté dévastatrice. La normalité n'avait jamais été une option, ni pour les hommes comme lui, ni pour les filles d'hommes comme lui, et l'empire qu'il avait construit pour la protéger venait de s'avérer être son plus grand danger. 48 heures avant que Bron n'entre dans le restaurant routier de Joe, une photo avait été téléchargée sur un serveur crypté auquel seul le cercle restreint d'Elliot Renard avait accès. La photo montrait Rachel Renard quittant le campus de son université, un sac à dos en bandoulière, sa veste en jean reflétant la lumière de l'après-midi. Elle souriait en regardant quelque chose sur son téléphone, complètement inconsciente d'avoir été photographiée. Sous l'image, une seule ligne de texte. Propriété protégée, à ne montrer qu'à des yeux autorisés. Ne pas approcher. Ce message était destiné à servir d'avertissement à l'organisation d'Elliot, un rappel que Rachel était intouchable, hors limite, un terrain sacré, que personne dans l'Empire ne devait approcher sous aucun prétexte. Mais l'information, comme l'eau, coule vers le bas, et parfois elle est contaminée en chemin. Bron Casey n'était pas assez important pour avoir accès au serveur crypté d'Elliot Renard. À 28 ans, il était exactement ce qu'il semblait être, un mercenaire. Un homme de main de niveau intermédiaire qui recouvrait les dettes, intimidait les témoins et effectuait le genre de travail qui exigeait plus de muscles que de cervelle. Il travaillait pour Derek Hammond, qui travaillait pour quelqu'un qui travaillait pour quelqu'un qui finalement répondait à Elliot Renard. La chaîne de commandement était si longue que Bron n'avait jamais rencontré l'homme au sommet, n'en avait jamais eu besoin. Dans le monde de Bron, Elliot Renard était plus un mythe qu'un homme, un nom chuchoté dans les coulisses, une réputation qui maintenait les gens dans leur rang. Mais Bron ne l'avait jamais vu, n'avait jamais eu affaire à lui directement, n'avait jamais eu de raison de le craindre personnellement. Ce fut sa première erreur. La deuxième fut de se fier au jugement de Derek Hammond. Il y a 2 jours, Bron était assis dans un bar miteux du sud de la ville, buvant sa 3e bière et regardant un match de basket sur lequel il avait parié, lorsque Derrick s'était glissé dans la banquette en face de lui. « J'ai un boulot pour toi », avait dit Derrick sans préambule. Il était nerveux. Bron avait remarqué qu'il tapotait la table du bout des doigts et jetait des coups d'œil vers la porte toutes les quelques secondes. Quel genre de boulot? Derrick avait sorti son téléphone, fait défiler les photos et tourné l'écran vers Bron. L'image montrait une jeune femme, la vingtaine, aux cheveux foncés, jolie sans être tape à l'œil. Une étudiante en jugée par l'arrière-plan.
Cette fille cause des problèmes, avait dit Derrick. Elle parle trop, elle profère des menaces. Le patron veut lui faire peur. Pas lui faire de mal, juste lui faire suffisamment peur pour qu'elle se souvienne de sa place. Braun avait étudié la photo, mémorisant ses traits. Que fait-elle? Est-ce important? Avait rétorqué Derrick, sa nervosité se transformant en irritation. Tu veux le boulot ou pas? 5 000 $ pour 10 minutes de travail. Suis-la. Coin touche-la. Fais-lui comprendre clairement ce qui arrivera si elle ne se tait pas. 5 000 $ pour intimider une étudiante. De l'argent facile. Le genre de boulot que Braun avait déjà fait une douzaine de fois. Qui est-elle? Braun avait demandé parce qu'il demandait toujours. Connaître le contexte permettait de rester en vie dans ce métier. Personne d'important. Derrick avait répondu trop rapidement. Juste une fille qui pense pouvoir menacer les mauvaises personnes. Tu es partant ou pas? Braun avait accepté le boulot. Ce qu'il ne savait pas, ce que Derrick Hammond lui-même ne comprenait pas tout à fait, c'est que la photo avait été volée sur le serveur protégé par le cousin de Derrick, un informaticien de bas niveau qui essayait d'impressionner Derrick avec son accès à des informations confidentielles. Le cousin avait vu la photo de Rachel, vu les mots « propriété protégée » et avait complètement mal compris. Avec sa compréhension limitée du fonctionnement de l'organisation, il avait supposé que « propriété protégée » signifiait que Rachel était la petite amie de quelqu'un, peut-être une maîtresse, ou une informatrice qu'il fallait garder sous contrôle. Il avait envoyé la photo à Derrick avec une histoire inventée selon laquelle Rachel menaçait d'aller voir la police, pensant qu'il aidait à résoudre un problème. Derrick, aussi ambitieux que stupide, y avait vu une occasion de faire ses preuves. S'il parvenait à gérer discrètement une menace potentielle avant qu'elle n'atteigne la haute direction, il serait peut-être remarqué. Il pourrait peut-être gravir les échelons, alors il avait confié la tâche à Braun. Et Braun, qui faisait autant confiance au jugement de Derrick qu'un homme de main fait confiance à un cadre intermédiaire, avait empoché l'avance en espèces et avait commencé à suivre Rachel Renard. Pendant 2 jours, Braun avait suivi ses déplacements du campus au café, du café à la bibliothèque, de la bibliothèque à l'appartement hors campus qu'elle partageait avec des colocataires. Rien d'intéressant, rien d'inhabituel, juste une étudiante normale menant une vie normale. Cela semblait presque trop facile. Ce matin-là, Braun avait suivi la voiture de Rachel alors qu'elle se dirigeait vers l'est sur la route 9. Quand elle s'était garée devant le restaurant routier Joe's, Braun s'était garé 3 places plus loin et l'avait observée à travers la vitre alors qu'elle s'installait seule, sans protection dans un coin au fond du restaurant. Parfait. Il avait attendu 15 minutes, la regardant commander un café, vérifier son téléphone, jeter un coup d'œil vers la porte comme si elle attendait quelqu'un. Puis un homme vêtu d'un costume noir coûteux était entré et s'était glissé dans la banquette en face d'elle. Braun avait supposé qu'il s'agissait d'un petit ami, un enfant de riche, probablement quelqu'un qui rendrait les tactiques d'intimidation encore plus efficaces. L'homme était resté environ 20 minutes avant de sortir pour prendre un appel téléphonique. Rachel était restée seule dans la banquette, parcourant son téléphone. Braun avait vu sa chance. Il était entré dans le restaurant, avait commandé un café au comptoir pour éviter d'éveiller les soupçons, puis s'était dirigé nonchalamment vers le fond. L'endroit était calme, avec seulement une poignée de clients qui semblaient prêts à s'enfuir au premier signe de problème. Rachel ne l'avait pas remarqué s'approcher par derrière. Elle ne l'avait pas vu se glisser dans la banquette juste derrière la sienne, suffisamment près pour entendre sa respiration. Braun avait compté jusqu'à 10, laissant sa présence s'installer. Puis il avait agi. Son bras avait jailli vers l'avant, enserrant sa gorge par derrière, la plaquant contre le dossier de la banquette. Elle avait poussé un cri aigu et désespéré, et ses mains s'étaient immédiatement posées sur son avant-bras, ses ongles s'enfonçant dans sa peau tatouée. « Tu ne sais pas à qui tu as affaire, ma chérie », avait grogné Braun en serrant plus fort. Ces mots faisaient une partie du script suggéré par Derrick. Rendre ça personnel, rendre ça menaçant. Fais en sorte que ça reste gravé dans sa mémoire. Le corps de Rachel s'était raidi sous l'effet de la panique. Braun avait senti son pouls battre contre son avant-bras. Il avait senti ses forces s'amenuiser à mesure que l'oxygène se raréfiait. Le restaurant était devenu silencieux autour d'eux. Tant mieux. La peur se propageait rapidement dans des endroits comme celui-ci. « Tu aurais dû faire plus attention à qui tu énervais, princesse. »
Brown avait continué, se penchant près de son oreille. Quelqu'un veut que tu te souviennes de ta place. Il était tellement concentré sur le message, sur le fait de s'assurer que Rachel comprenne la menace, qu'il n'avait pas entendu la porte d'entrée s'ouvrir derrière lui, n'avait pas remarqué l'homme en costume noir qui rentrait dans le restaurant, n'avait pas vu l'expression sur le visage d'Elliot Renard lorsqu'il avait reconnu sa fille en train d'être étranglée. La voix qui venait de derrière, basse, calme, absolument mortelle, avait rendu tous les muscles du corps de Brown rigides. « Enlève tes mains de ma fille. » À ce moment-là, 3 prises de conscience avaient envahi l'esprit de Brown simultanément. Premièrement, la fille qui l'étranglait n'était pas quelqu'un d'important. Deuxièmement, l'homme en costume coûteux n'était pas son petit ami. Troisièmement, Derek Hammond venait de le faire tuer. Brown avait légèrement relâché son étreinte, submergé par la confusion, et avait tourné la tête pour croiser le regard d'Elliot Renard pour la première fois. Sombre, froid, dépourvu de toute pitié, avais-je dit. Elliot avait répété chaque mot avec la précision d'une lame. « Lâche ma fille !» Et Brown avait compris avec une clarté absolue qu'il venait de commettre la pire erreur de sa vie. Il avait étranglé la fille du parrain de la mafia, et celui-ci était resté là tout ce temps. À l'instant où Elliot était sorti du restaurant Joe's pour prendre l'appel de Thomas, l'atmosphère elle-même avait semblé changer. À l'intérieur, Rachel avait regardé son père disparaître derrière la porte vitrée, soulagée d'avoir un moment pour se ressaisir. La conversation avait été plus difficile qu'elle ne l'avait prévu, admettant sa peur d'être suivie, lui demandant de ne pas réagir de manière excessive, essayant de trouver un équilibre entre l'honnêteté et la conscience que toute menace à sa sécurité déclencherait tous les instincts protecteurs d'Elliot. Elle avait sorti son téléphone, faisant défiler les messages de sa colocataire sans vraiment les lire, essayant de ralentir son cœur qui battait à toute vitesse. Elle n'avait pas remarqué que l'homme au comptoir s'était légèrement tourné sur son tabouret, étudiant son reflet dans le distributeur de serviettes en chrome. Brown l'avait immédiatement reconnu. Le même visage que sur la photo que Derek lui avait montrée. La même veste en jean, les mêmes cheveux bruns tirés en arrière. Elle était seule maintenant, vulnérable, et la poignée d'autres clients du restaurant semblait être du genre à faire semblant de ne pas remarquer les problèmes, même s'ils se déroulaient juste devant eux. Les conditions étaient parfaites. Il vida son café, laissa un billet de 5 $ sur le comptoir et se leva nonchalamment, comme un client qui venait de terminer sa pause. Rien de suspect, rien de mémorable. Dehors, Elliot tournait le dos à la fenêtre du restaurant, le téléphone collé à l'oreille. Thomas lui expliquait qu'un véhicule suspect avait fait le tour du pâté de maison et demandait la permission d'enquêter. L'attention d'Elliot était partagée entre l'appel et l'observation de la rue. Son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas, même s'il ne pouvait pas identifier quoi. « Gardez un œil dessus », avait ordonné Elliot. « S'il repasse, notez la plaque d'immatriculation et vérifiez-la. » À l'intérieur du restaurant, Brown se dirigea vers le coin arrière. La table de Rachel était placée contre le mur, une banquette en vinyle rouge s'étendant le long de la fenêtre. La banquette juste derrière la sienne était vide, séparée uniquement par une barrière basse qui arrivait à hauteur d'épaule lorsqu'on était assis. Brown se glissa dans cette banquette vide, aussi doucement que possible, le dos appuyé contre la même barrière rembourrée qui soutenait le dos de Rachel de l'autre côté. Elle ne l'avait pas remarqué. Elle tapait une réponse à sa colocataire. Quelque chose à propos de faire des courses en rentrant à la maison. Brown compta les battements de son cœur. 1, 2, 3. Il pouvait entendre sa respiration de l'autre côté de la cloison. Il pouvait entendre le léger tapotement de ses doigts sur l'écran de son téléphone. 4, 5, 6. Le couple âgé près de la fenêtre se leva pour partir. Le mari aida sa femme à enfiler son manteau. La serveuse disparut dans la cuisine. Un camionneur assis au comptoir était absorbé par un journal. Son café refroidissait à côté de lui. 7, 8, 9. Dehors, Elliot avait terminé son appel avec Thomas et retournait vers le restaurant, sa conversation avec Rachel inachevée, le poids de ce qu'elle lui avait dit à propos du fait qu'elle était suivie pesant lourdement sur sa poitrine. 10. Brown bougea. Il se tordit dans la banquette, se levant légèrement, son bras passant par-dessus la cloison basse comme un serpent qui frappe. Son avant-bras trouva la gorge de Rachel avant qu'elle n'ait pu prendre son souffle pour crier. Son téléphone tomba sur la table. Des muscles bronzés se contractèrent.
la tirant en arrière contre la banquette. Son corps se raidit sous le choc, puis sous l'effet de la panique. Ses mains se posèrent sur les ongles de son avant-bras, s'enfonçant dans la peau tatouée, ses doigts essayant désespérément de le repousser. « Tu ne sais pas à qui tu as affaire, ma chérie », grogna Bronn, d'une voix si basse que seule elle pouvait l'entendre. Rachel ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. La pression sur sa trachée était celle d'un professionnel. Bronn avait déjà fait cela auparavant. Il savait exactement quelle force appliquer pour terrifier sans tuer. Autour d'eux, le restaurant se figea. Le camionneur baissa lentement son journal, les yeux écarquillés. Une femme blonde assise 3 banquettes plus loin eut le souffle coupé et porta la main à sa bouche. La serveuse sortit de la cuisine avec 2 assiettes, vit ce qui se passait et s'arrêta net. Personne ne bougea pour l'aider. C'était le calcul de la violence dans les espaces publics. Tout le monde espérait que quelqu'un d'autre interviendrait. Tout le monde avait peur de devenir la prochaine cible. Bronn serra plus fort, sentant le pouls de Rachel battre contre son avant-bras comme un oiseau pris au piège. « Tu aurais dû faire plus attention à qui tu énervais, princesse », continua-t-il en se penchant vers son oreille. Ses cheveux sentaient le shampoing à la vanille, un détail incongru et innocent qui faillit le faire hésiter. « Presque, quelqu'un veut que tu te souviennes de ta place. » La vision de Rachel commença à se brouiller sur les bords. Des taches noires dansaient dans son champ de vision. Ses poumons brûlaient, réclamant de l'air qui ne venait pas. Ses doigts faiblirent contre le bras de Bronn. Ses forces s'amenuisaient à chaque seconde qui passait sans oxygène. Le monde se rétrécissait dans un tunnel, les sons devenaient lointains. La lumière s'estompait. Le visage de son père, quelques minutes plus tôt, flottait dans sa conscience mourante. « Je t'aime, papa », l'avait-elle dit à voix haute? Avait-elle réussi à le lui dire? Dehors, la main d'Elliot toucha la poignée de la porte du restaurant. À travers la vitre, il pouvait voir les banquettes, les tables et le comptoir. Son regard suivit un mouvement vers le fond. Quelqu'un se débattait, une banquette dans l'ombre, un bras enroulé autour. La reconnaissance frappa Elliot comme un coup physique. Rachel, sa fille, était en train d'être étranglée. La porte s'ouvrit. La clochette émit un son joyeux, obscène, compte tenu de ce qui se déroulait à l'intérieur. La formation d'Elliot prit le dessus avant que sa pensée consciente ne puisse intervenir. Ses yeux cataloguèrent la scène en quelques microsecondes. Le visage de Rachel qui pâlissait, ses mains qui faiblissaient contre l'avant-bras de son agresseur, un homme corpulent derrière elle dans la banquette adjacente, les témoins figés, les sorties, les menaces. Son corps s'avança avec la précision contrôlée d'un prédateur qui venait d'identifier sa proie. Pas de course, pas de cri, juste des pas déterminés et mesurés qui réduisirent la distance entre la porte et la banquette du fond. Bronn était trop concentré sur Rachel pour remarquer immédiatement son approche. Il observait son visage, évaluant à quel point elle était proche de l'inconscience, calculant le moment où il la relâcherait. Effrayée, mais vivante. Le message était passé, puis une ombre tomba sur la table. La température dans le restaurant sembla baisser de 10 degrés Celsius. Bronn releva brusquement la tête, relâchant légèrement son étreinte sur la gorge de Rachel, alors que la confusion envahissait son esprit. L'homme en costume noir se tenait à 1 mètre de lui. Ce n'était pas le petit ami que Bronn avait supposé. Quelque chose d'autre, de complètement différent. Quelque chose qui fit hurler d'alarme la partie primitive du cerveau de Bronn. Le visage d'Elliot Renard était un masque de fureur contrôlé. Ses yeux sombres étaient devenus complètement vides, le regard d'un homme qui avait déjà tué et qui tuerait à nouveau sans hésitation ni remords. Lorsqu'il parla, sa voix trancha le silence du restaurant comme une lame dans de la soie. « Retirez votre main de ma fille ». Les mots restèrent suspendus dans l'air. Chaque syllabe était une menace. L'esprit de Bronn se mit à bégayer. « Fille ». Il jeta un coup d'œil à Rachel, puis revint vers l'homme dont la présence remplissait soudainement tout l'espace. La compréhension le frappa avec la force d'un train de marchandises. Ce n'était pas un petit ami riche, c'était Elliot Renard, le Elliot Renard. Et Bronn venait d'étrangler sa fille. « Je n'ai pas », commença Bronn, la voix brisée. « Tu as 3 secondes », l'interrompit Elliot, d'un ton conversationnel qui était en quelque sorte plus terrifiant que des cris. Son entraînement lui criait de relâcher la fille, de reculer, de s'excuser et d'espérer obtenir grâce. Mais sa fierté, son ego,
le même machisme stupide qui l'avait entraîné dans des dizaines de bagarres, le poussèrent au contraire à resserrer son étreinte. « Reculez, vieil homme. » Bronn grogna, essayant d'insuffler de l'autorité dans sa voix, même si son instinct de survie lui criait qu'il commettait une erreur catastrophique. « Cela ne vous concerne pas. » Le mensonge était réflexif, défensif. Même alors que les mots sortirent de sa bouche, Bronn savait qu'ils n'avaient aucun sens. Elliot pencha légèrement la tête comme s'il observait quelque chose de vaguement intéressant. Un prédateur décidant comment tuer sa proie. « Ou quoi ?» demanda Bronn, la voix montante, le désespoir transparaissant derrière sa bravade. La réponse d'Elliot fut calme, précise, absolue. « Ou je te brise tous les os du bras avant que tu ne touches le sol. » Bronn rit, un son dur et laid né de la peur déguisée en confiance. « Tu ne sais pas à qui tu as affaire. » Il ne termina pas sa phrase. Elliot bougea. Bronn reprit conscience, envahi par l'odeur du vieux café et le goût métallique du sang dans sa bouche. Il avait l'impression d'avoir reçu un coup de marteau sur la mâchoire. Ses côtes lui faisaient mal à chaque respiration superficielle. Lorsqu'il essaya de bouger son bras droit, une douleur fulgurante lui traversa l'épaule, et il réalisa avec horreur qu'Elliot Renard n'avait pas proféré de vaines menaces. Quelque chose dans son bras était définitivement cassé. Il était toujours sur le sol du restaurant Joe's, mais la scène avait changé. Les autres clients avaient disparu, volontairement ou non. Bronn ne pouvait pas le dire. La serveuse se tenait derrière le comptoir, pâle et tremblante, les mains agrippées au rebord comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Deux hommes que Brown n'avait jamais vus auparavant se tenaient près de l'entrée, vêtus de costumes sombres qui criaient « sécurité professionnelle ». Ils ne le regardaient pas. Ils regardaient Elliot Renard, attendant ses instructions. Et Elliot lui-même était assis dans la cabine où Rachel avait été, sa fille est maintenant à côté de lui plutôt qu'en face, son bras autour de ses épaules, la serrant contre lui, tandis que son autre main tenait un verre d'eau à ses lèvres. « À petite gorgée », disait Elliot d'une voix douce qui donnait des nausées à Bronn. « C'est ça, ma chérie. Respire. » Les mains de Rachel tremblaient tandis qu'elle tenait le verre. Sa gorge était visiblement meurtrie à l'endroit où le bras de Bronn l'avait frappée. Elle pleurait silencieusement, des larmes coulant sur ses joues rougies. Mais elle respirait, elle était en vie. Bronn essaya de s'asseoir et le regretta immédiatement. Une douleur fulgurante lui traversa le torse, lui arrachant un gémissement. Ce bruit attira l'attention d'Elliot. Ses yeux sombres passèrent de sa fille à Bronn, et la transformation fut instantanée. Le père doux disparut, remplacé par quelqu'un de froid, calculateur et totalement impitoyable. « Relevez-le », dit Elliot calmement aux deux hommes près de la porte. Ils s'exécutèrent immédiatement, traversant le restaurant d'un pas synchronisé. Des mains puissantes saisirent Bronn sous les aisselles et le hissèrent debout malgré son bras cassé et ses côtes fracturées. Il retint un cri, des étoiles explosant devant ses yeux. Ils le traînèrent jusqu'à une chaise au comptoir et le forcèrent à s'asseoir sur le tabouret en vinyle fissuré. L'un des hommes sortit un collier de serrage de l'intérieur de sa veste et attacha la main valide de Bronn au cadre métallique du tabouret. Elliot se leva lentement de la banquette, ses mouvements délibérés. Il embrassa Rachel sur le sommet du crâne, murmura quelque chose que Bronn ne put entendre, puis se dirigea vers le comptoir d'un pas mesuré, tel un bourreau s'approchant de l'échafaud. Il s'arrêta à 1 mètre de Bronn, les mains dans les poches, son costume coûteux toujours impeccable, malgré la violence qui venait de se dérouler. « Comment vous appelez-vous » demanda Elliot d'un ton conversationnel. Bronn avait la bouche sèche et la langue pâteuse. « Bronn, Bronn, Casey, Bronn », Elliot répéta le nom comme s'il en savourait les syllabes, les enregistrant dans sa mémoire. « Qui t'a envoyé » La question tomba avec le poids de l'inévitable. Bronn savait qu'elle allait venir. Il avait répété ses réponses depuis le moment où le poing d'Elliot avait frappé sa mâchoire. « Je ne sais pas. Épargne-nous du temps à tous les deux. » Elliot l'interrompit, toujours sur le ton de la conversation, mais avec une pointe qui fit frissonner Bronn. « Tu vas me dire qui t'a envoyé. Tu peux me le dire maintenant, rapidement et complètement. Ou tu peux me le dire dans 20 minutes, après que mon associé ici présent, dit-il en désignant l'un des hommes en costume, t'aura cassé l'autre bras. Dans tous les cas, j'obtiendrai l'information. La seule variable, c'est l'intensité de ta souffrance. » L'instinct de survie de Bronn luttait contre son instinct de préservation.
Dénoncer Derek Hammond signifiait devenir une cible, mais en regardant Elliot Renard dans les yeux, Braun comprit qu'il était déjà une cible et que son espérance de vie pouvait désormais se mesurer en heures plutôt qu'en années. Derek Hammond, Braun Aletta. Le nom lui échappa avant qu'il ne puisse l'arrêter. Derek Hammond m'a donné ce travail. Il m'a montré une photo. Il m'a dit que cette fille causait des problèmes. Qu'il fallait lui faire peur. Je ne l'ai pas faite. Je jure devant Dieu que je ne savais pas que c'était votre fille. Derek Hammond. L'expression d'Elliot ne changea pas, mais quelque chose brilla dans ses yeux. De la reconnaissance peut-être, ou du calcul. Pour qui travaille Derek? Je ne connais pas toute la chaîne hiérarchique, dit rapidement Braun. Il est cadre intermédiaire. Il rend compte à quelqu'un qui rend compte à quelqu'un d'autre. Il m'a donné 5 000 $ pour lui faire peur. C'est tout ce que je sais. Elliot resta silencieux pendant un long moment, réfléchissant. Derrière lui, Rachel observait depuis la cabine, les yeux rougis par les larmes, mais concentrée, absorbant chaque détail de ce monde qu'elle avait tant essayé de fuir. « Montre-moi la photo », dit Elliot. « Enfin. »« Mon téléphone », répondit Braun, « dans la poche avant. » L'un des hommes en costume le récupéra et le déverrouilla à la demande d'Elliot. La reconnaissance faciale fonctionnait toujours malgré le gonflement et afficha la photo envoyée par Derek. Elliot fixa l'image de sa fille quittant le campus, la mâchoire crispée. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix n'était plus qu'un murmure. « Cette photo provient de mon organisation, dit-il. Ce n'est pas une question, mais une déclaration provenant de mon propre réseau. Je ne sais pas où Derek l'a trouvée, dit Braun désespérément. Je jure qu'il a juste dit qu'elle était un problème qu'il fallait régler. Je n'en avais aucune idée. Que vous a-t-il dit qu'elle avait fait? Les yeux d'Elliot se posèrent à nouveau sur Braun. Quel problème était-elle censée causer? Il a dit qu'elle menaçait d'aller voir la police et de faire du bruit à propos de quelque chose. Je n'ai pas demandé de détails. Vous venez d'accepter de l'argent pour étrangler une jeune femme dans un restaurant public. Elliot termina d'une voix neutre. Sans poser de questions, sans vérifier l'histoire, sans considérer que peut-être, juste peut-être, on vous avait menti, Braun n'avait aucune réponse à cela. La vérité était suffisamment accablante sans embellissement. Elliot se tourna vers l'un de ses hommes. « Appelez Marcus. Dites-lui que j'ai besoin de savoir où se trouve Derek Hammond dans l'heure qui suit, et je veux un audit complet de toutes les personnes qui ont eu accès à des fichiers protégés au cours des dernières 72 heures. »« Oui, monsieur. » Elliot se retourna vers Braun et, pour la première fois, quelque chose qui ressemblait à de la pitié traversa son visage. « Vous comprenez ce qui va se passer maintenant? » La gorge de Braun se serra. « S'il vous plaît, je ne savais pas. Je vous jure que je ne savais pas. »« Je vous crois, » dit Elliot, et d'une certaine manière, c'était pire que s'il s'était mis en colère. « Tu es un instrument contondant. Quelqu'un t'a indiqué une direction et tu y es allé. » Mais Braun, il se pencha plus près. Assez près pour que Braun puisse sentir son eau de Cologne. « Tu as mis les mains sur ma fille. Tu l'as étranglée devant des témoins. Tu l'as terrifiée. Et que tu saches qui elle était ou non ne change rien à ce que tu as fait. »« Je suis désolé, » murmura Braun. Ces mots lui semblaient pathétiques, même à ses propres oreilles. « Mon Dieu, je suis tellement désolé. »« Dis-lui, » dit Elliot en désignant Rachel. « Regarde-la. Regarde ce que tu as fait, et dis-lui que tu es désolé. » Braun se força à tourner la tête pour croiser le regard de Rachel à travers le restaurant. Elle avait l'air si jeune, si vulnérable, les ecchymoses sur sa gorge virant déjà au violet. Elle serrait la veste de son père autour de ses épaules comme une armure. Et lorsque leurs regards se croisèrent, Braun ne vit aucun pardon dans ses yeux, seulement de la peur et du dégoût. « Je suis désolé, » dit-il, la voix brisée. « Je suis vraiment désolé. » Rachel ne dit rien. Elle se contenta de tourner son visage vers l'épaule de son père, incapable ou refusant de le regarder davantage. Elliot se redressa et fit un signe de tête à ses hommes. « Emmenez-le. Mettez-le dans un endroit calme jusqu'à ce que nous ayons clarifié la chaîne de commandement. Je le veux vivant pour l'instant. Il est un témoin. » Le lien en plastique fut coupé. Des mains saisirent les bras de Braun. Celui qui était cassé le fit hurler et le traînèrent vers la sortie. Alors qu'ils atteignaient de la porte, Braun risqua un dernier regard en arrière. Elliot Renard était retourné à la table, assis à côté de sa fille, son bras autour de ses épaules,
lui chuchotant des mots que Bron ne pouvait entendre. Le restaurant était devenu leur espace privé. Un père et sa fille après la violence. Et Bron comprit avec une clarté absolue qu'il venait d'être témoin de la chose la plus dangereuse au monde. Non pas la capacité d'Elliot Renard à commettre des actes violents, mais sa capacité à aimer et ce qui se passait lorsque quelqu'un menaçait cet amour. La porte se referma derrière lui, la clochette tinta joyeusement, et Bron Casey disparut à l'arrière d'un SUV noir, sachant qu'il ne serait plus jamais le même homme s'il était autorisé à rester un homme. La maison sécurisée se trouvait à 25 km de la ville, un bâtiment banal de 2 étages qui aurait pu être la maison de banlieue de n'importe qui. Elliot l'avait acheté 6 ans auparavant sous le nom d'une société écran, l'une des 12 propriétés disséminées dans l'État qui existaient pour des moments comme celui-ci. Rachel était assise sur le canapé en cuir dans la pièce principale, une couverture enroulée autour des épaules malgré la chaleur de l'après-midi. Elle n'avait pas beaucoup parlé pendant le trajet depuis le restaurant de Joe, se contentant de regarder par la fenêtre tandis que le chauffeur d'Elliot parcourait les rues avec une efficacité rodée. Elliot se tenait maintenant près de la fenêtre, le téléphone collé à l'oreille, pour son 3e appel en 20 minutes. Sa veste était suspendue à une chaise, les manches de sa chemise retroussées, révélant l'étendue des tatouages qui marquaient ses bras, vestige d'une version plus jeune et plus avide de lui-même. « Je me fiche que vous deviez le réveiller », dit Elliot au téléphone, sa voix trahissant une fureur à peine contenue. « Je veux Marcus Trent dans mon bureau dans 1 heure, sans excuse, » conclut-il avant de raccrocher et de composer immédiatement un autre numéro. Rachel l'observait, reconnaissant la transformation dont elle avait été témoin d'innombrables fois pendant son enfance. C'était Elliot Renard, le parrain du crime, efficace, impitoyable, entièrement concentré sur l'élimination des menaces. Le père doux qui l'avait serré dans ses bras au restaurant avait disparu, remplacé par l'homme qui avait bâti un empire sur la peur et le contrôle. « Papa, dit-elle doucement. Elliot leva un doigt lorsque l'appel fut connecté. « Thomas, j'ai besoin que tu récupères les images de surveillance de toutes les caméras situées dans un rayon de 3 pâtés de maison autour du restaurant. Je veux savoir qui Derek Hammond a rencontré, qui il a appelé, tous les endroits où il s'est rendu au cours de la semaine dernière. » Il écouta un instant, puis ajouta « Peu m'importe si cela prend toute la nuit. Cela vient de l'intérieur de notre organisation. Quelqu'un dans ma maison a remis la photo de ma fille à un voyou qui a failli la tuer. Je veux des noms, Thomas, tous. » Une autre pause. Elliot serra les mâchoires. « Non, pas la police. Cela reste interne. Nous gérons nos propres problèmes. » Il raccrocha immédiatement et passa un autre appel. « Papa !» réessaya Rachel, plus fort cette fois. Elliot se retourna, son expression s'adoucissant légèrement lorsqu'il croisa son regard. « Encore un appel, ma chérie. Je te le promets. » Mais Rachel se leva, laissant tomber la couverture sur le canapé. « Arrête !» Ce simple mot prononcé avec une force tranquille fit hésiter Elliot au milieu de la numérotation. « Arrête de passer des appels », continua Rachel, la voix ferme malgré le tremblement de ses mains. « Arrête de planifier. Arrête ce que tu es sur le point de faire. Arrête et parle-moi. » Elliot baissa lentement le téléphone, le visage empreint de confusion. « Rachel, je sais ce que tu dois faire, » l'interrompit-elle. « Tu dois retrouver Derek Hammond. Tu dois découvrir comment ma photo a été divulguée. Tu dois éliminer la menace et faire un exemple pour que cela ne se reproduise plus jamais. Je sais, papa. Je t'ai regardé faire cela toute ma vie. Alors tu comprends. Je comprends que tu es sur le point de devenir exactement ce que je t'ai demandé de ne pas être, » dit Rachel, les yeux remplis de larmes. « Il y a 3 heures, nous étions assis dans ce restaurant et je t'ai demandé de me choisir plutôt que l'Empire. Je t'ai demandé de prendre du recul, d'être différente, et maintenant, dès que quelque chose ne va pas, tu retombes dans tes anciens travers. » Elliot posa son téléphone sur la table avec un soin délibéré. « Rachel, quelqu'un a essayé de te tuer. »« Quelqu'un a essayé de me faire peur, » corrigea Rachel. « Et ils ont échoué. Je suis en vie. Je vais bien. J'ai des bleus. Je suis terrifié, mais je vais bien parce que tu étais là. Et si je n'avais pas été là, » la voix d'Elliot s'éleva légèrement, l'émotion prenant le dessus sur son contrôle. « Si j'étais resté dehors 30 secondes de plus, si je n'avais pas vu ce qui se passait, tu serais morte, Rachel.
Ma fille serait morte parce que quelqu'un dans mon organisation a commis une erreur. Alors, corrige cette erreur, dit Rachel. Mais ne laisse pas cela te consumer. Ne laisse pas cela te transformer en tiens, tel en montrant les téléphones, les écrans de sécurité sur le mur, l'armoire verrouillée qui contenait probablement des armes. Elliot la fixa, le poids de ses mots s'abattant sur lui comme un fardeau physique. Il se dirigea vers le canapé, s'assit lourdement, la tête entre les mains. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. Quand Elliot releva enfin la tête, ses yeux étaient rougis. « Je ne sais pas comment te protéger sans devenir comme ça, » admit-il d'une voix rauque. « Tous mes instincts me poussent à brûler tout ce qui a un rapport avec ce qui s'est passé aujourd'hui, pour que toute la ville sache ce qui arrive quand quelqu'un touche à ma fille. » Rachel s'assit à côté de lui et lui prit la main. « Je sais, mais papa, c'est exactement ce qui me fait peur. Pas les gens qui pourraient me faire du mal. J'ai peur de te perdre à cause de ça, à cause de la violence, de la vengeance et de l'empire qui prend et prend, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de l'homme que ma mère aimait. »« Ta mère, » dit Elliot d'une voix brisée. « Isabelle aurait su quoi faire. Elle était meilleure que moi dans ce domaine. Meilleure pour être humaine, elle t'aimait, » dit Rachel doucement. « Le vrai toi, pour l'empire, pas le pouvoir, juste toi. Et je t'aime aussi, papa. Mais j'ai besoin que tu crois qu'il existe un moyen de s'en sortir sans faire davantage de victimes et sans aggraver la peur. » Elliot resta silencieux pendant un long moment, son pouce traçant des cercles sur le dos de la main de Rachel, le même geste inconscient qu'il faisait quand elle était petite et qu'elle ne pouvait pas dormir. « Je dois trouver Derek Hammond, dit-il finalement, et je dois découvrir comment ta photo a été divulguée. » « Ce n'est pas négociable, Rachel. Cette menace vient de l'intérieur de mon organisation, ce qui signifie qu'il y a une pourriture dans les fondations. Si je ne l'élimine pas, elle se propagera. »« D'accord, dit Rachel, alors élimine-la. »« Mais, papa, dit-elle en lui serrant la main, ne brûle pas toute la maison pour tuer les termites. » Un soupçon de sourire traversa le visage d'Elliot. C'est une métaphore très spécifique. « Maman disait ça, admit Rachel. Quand tu rentrais à la maison en colère à cause du travail, elle te disait que parfois, une réponse mesurée était plus difficile que l'option nucléaire, mais que c'était celle qui te permettait de dormir la nuit. » Elliot ferma les yeux et Rachel vit des larmes s'échapper de sous ses cils. « Elle me manque, murmura-t-il. Mon Dieu, elle me manque tous les jours. Moi aussi. » Rachel appuya sa tête contre son épaule. « Mais elle n'est plus là, papa. Nous devons donc être meilleurs l'un pour l'autre. Nous devons nous suffire. » Ils restèrent assis en silence pendant un moment, père et fille, survivants de la violence et de la perte. Finalement, le téléphone d'Elliot vibra. Il jeta un coup d'œil à l'écran. Marcus Trent était arrivé au bureau. « Je dois y aller, » dit Elliot doucement. « Je dois obtenir des réponses. Je sais, » dit Rachel en se redressant et en s'essuyant les yeux. « Mais promets-moi quelque chose. N'importe quoi. Promets-moi que lorsque tu trouveras Derek Hammond, lorsque tu trouveras celui qui a divulgué ma photo, tu te souviendras que je te surveille. Que chaque choix que tu fais maintenant, je vais devoir le vivre. Que le genre de père que tu seras au cours des prochaines 24 heures est le genre de père dont je me souviendrai pour le reste de ma vie. » Elliot prit son visage entre ses mains, l'observant comme s'il voulait mémoriser chaque détail. « Je te le promets, » dit-il. « Je te promets que j'essaierai d'être l'homme que tu mérites. L'homme que ta mère croyait que je pouvais être. » Il embrassa son front, la serra contre lui un instant, puis se leva et prit sa veste. « Thomas restera avec toi, » dit Elliot en enfilant ses manches. « Sécurité totale. Personne ne s'approchera à moins de 100 mètres de cette maison sans autorisation. »« Papa, ce n'est pas négociable, » dit Elliot fermement. « Tu m'as demandé d'être raisonnable. C'est ce que je fais. Je ne t'enferme pas dans une forteresse, mais je ne te laisse pas non plus sans protection. Fais-moi un geste. » Rachel acquiesça lentement. « D'accord, à mi-chemin. » Elliot se dirigea vers la porte, puis s'arrêta, la main sur la poignée. Il regarda sa fille, meurtrie, belle, courageuse, et sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. « Je vais régler ça, » dit-il. « Pas avec des cadavres, pas avec la peur. Je vais régler le problème de corruption dans mon organisation. Puis je ferai ce que j'aurais dû faire il y a des années. »« Quoi donc? »« M'en éloigner, » répondit simplement Elliot. « De tout cela. Parce que tu as raison, Rachel. L'Empire ne vaut pas la peine si cela me coûte ta présence.
Il partit avant qu'elle n'ait le temps de répondre, la porte se refermant doucement derrière lui. Et tandis qu'Elliot Renard reprenait la route vers la ville, vers Marcus Trent et les interrogatoires et les enquêtes qui allaient révéler le cancer qui rongeait son organisation, il gardait les paroles de sa fille comme un talisman. Ne brûle pas toute la maison pour tuer les termites. Il était temps d'agir avec précision. Il était temps d'éliminer la pourriture et de sauver ce qui restait, même si cela signifiait démanteler tout ce qu'il avait construit. Marcus Trent était assis en face d'Elliot dans le bureau du centre-ville. Un dossier contenant des photos de surveillance était étalé sur le bureau en acajou entre eux. Son expression était sombre, le genre de regard qui précède les mauvaises nouvelles délivrées par des hommes loyaux. « Derek Hammond est un idiot », dit Marcus sans préambule. Mais ce n'est pas lui la source. Les doigts d'Elliot tambourinaient sur l'accoudoir de son fauteuil en cuir, seul signe extérieur de la fureur qui bouillonnait en lui. « Explique. » Marcus sortit une photo de la pile, une capture d'écran des relevés téléphoniques de Derek. Derek a reçu la photo de Rachel de son cousin, Tyler Hammond. Tyler travaille pour notre sous-traitant en gestion de données. Il a accédé au serveur protégé il y a 4 jours. Il a vu le dossier de Rachel marqué « Propriété protégée » et a complètement mal interprété ce que cela signifiait. Tyler a donc donné la photo à Derek, qui a inventé une histoire selon laquelle Rachel représentait une menace afin de justifier l'envoi de Braun à sa poursuite. Marcus termina. Derek essayait de gravir les échelons. Il pensait que régler un problème discrètement impressionnerait la direction. Il est ambitieux et stupide, une combinaison dangereuse. Elliot resta silencieux un instant, réfléchissant. Où sont-ils maintenant? Derek est dans la salle d'attente 3 en bas. Tyler a déjà été arrêté. Il est dans la salle 5. Ils sont tous les deux terrifiés. Ils parlent tous les deux. Marcus hésita. Elliot, il ne savait vraiment pas que Rachel était votre fille. La désignation du dossier était vague. Et l'incompétence n'excuse pas le fait d'avoir failli faire tuer ma fille, dit Elliot d'une voix aussi tranchante que du verre brisé. Et la photo elle-même, qui l'a prise? Qui l'a téléchargée sur le serveur? Marcus se dandina, mal à l'aise. Cela a été autorisé. Votre équipe de sécurité surveillait discrètement Rachel depuis qu'elle avait commencé l'université, uniquement à distance. Aucun contact direct. La photo a été prise dans le cadre d'une documentation de protection de routine. Elle était censée rester confidentielle. Elliot serra les mâchoires. C'est lui-même qui avait ordonné cette surveillance, même s'il ne l'avait jamais dit à Rachel. Un autre secret. Une autre mesure de contrôle destinée à assurer sa sécurité qui l'avait au contraire mise en danger. Ce sont donc mes propres protocoles de sécurité qui ont créé cette vulnérabilité, dit Elliot doucement. D'une certaine manière, oui. Elliot se leva et se dirigea vers les baies vitrées donnant sur la ville. Les lumières scintillaient dans l'obscurité, reflétant les milliers de vies qui se déroulaient sans que leurs habitants ne se doutent que l'homme qui contrôlait une grande partie de leur monde envisageait de tout détruire. « Quelle est la mesure recommandée ?» demanda Elliot, même s'il connaissait déjà la réponse. « Le protocole standard », répondit Marcus avec prudence. « Derek et Tyler disparaissent. Le prestataire informatique perd son contrat. Nous renforçons l'accès au serveur, mettons en place une vérification biométrique, contrôlons toutes les personnes qui ont eu accès à des fichiers sensibles au cours de l'année écoulée. Un message est envoyé en interne. Les erreurs ont des conséquences. » Elliot avait entendu des variantes de ce discours des dizaines de fois. C'était ainsi que des organisations comme la sienne maintenaient la discipline, empêchaient les erreurs futures, de manière propre, efficace et permanente. C'était aussi exactement ce que Rachel lui avait demandé de ne pas devenir. « Non, » dit Elliot doucement. Marcus cligna des yeux. « Monsieur, j'ai dit non. » Elliot se détourna de la fenêtre, sa décision se cristallisant alors même qu'il parlait. « Nous ne faisons disparaître personne. Nous n'envoyons pas de message par la violence. Nous faisons les choses différemment. Elliot, avec respect, si nous ne réagissons pas de manière décisive, cela montre notre faiblesse. Les gens vont penser. Laissez-les penser. » Elliot l'interrompit. « Marcus, ma fille a été étranglée aujourd'hui parce que le système que j'avais mis en place pour la protéger est devenu l'arme utilisée contre elle. Ce n'est pas l'échec de Derek ni l'incompétence de Tyler. C'est le mien. » Marcus se leva lentement, le visage marqué par l'inquiétude. « Que veux-tu dire? »« Je veux dire que j'en ai fini. » Elliot retourna à son bureau et s'enfonça dans son fauteuil, accablé par le poids de sa décision. « Pas aujourd'hui, pas demain,
Mais bientôt, je vais démanteler tout cela, Marcus, pièce par pièce. Et je vais le faire comme il faut. Tu ne peux pas simplement t'en aller, dit Elliot en regardant son vieil ami dans les yeux. J'ai passé 7 ans à bâtir un empire pour protéger une personne et aujourd'hui, cet empire a failli la tuer. Je ne laisserai pas cela se reproduire. Marcus resta silencieux pendant un long moment. Que veux-tu que je fasse à propos de Derek et Tyler? Vire-les, dit simplement Elliot. Retire-leur accès. Mette-les sur liste noire pour qu'ils ne puissent plus travailler dans ce secteur. Assure-toi qu'ils comprennent à quel point ils ont frôlé l'impardonnable. Mais laisse-les vivre, Marcus. Laisse-les partir effrayés et sans emploi, mais vivants. Et Bron. L'expression d'Elliot se durcit. Bron a posé les mains sur ma fille. Il est différent. Mais même lui ne mourra pas pour ça. Il ira dans un endroit calme où il pourra réfléchir à ses choix et il y restera jusqu'à ce que je décide qu'il a suffisamment souffert. C'est clair? Marcus acquiesça lentement. Tu es sérieux? Tu veux vraiment partir? Rachel m'a demandé de choisir, dit Elliot doucement. Entre elle et le pouvoir, ce n'est même pas un choix, Marcus. Ça ne l'a jamais été. Je l'avais juste oublié en cours de route. Ça prendra du temps, prévint Marcus. Tu ne peux pas simplement appuyer sur un bouton et disparaître. Il y a des contrats, des territoires, des gens qui dépendent de toi. Je sais, dit Elliot. C'est pourquoi tu vas m'aider à le faire, n'est-ce pas? Transférer progressivement le pouvoir. Régler les obligations. Dissoudre proprement les partenariats. Je veux quitter ce monde sans le brûler, car Rachel a raison. La terre brûlée n'est pas une force. Ce n'est que de la destruction couronnée. Marcus se rassit et sortit son téléphone. Ça va être compliqué. Tout ce qui vaut la peine d'être fait, se dit Elliot en esquissant un petit sourire. Mais pour la première fois en 7 ans, Marcus, j'ai vraiment l'impression de faire le bon choix. Pas le choix du pouvoir. Pas le choix de la sécurité, mais le bon choix. Isabelle serait fière, dit Marcus doucement. Elliot eut la gorge serrée. Je l'espère. Mon Dieu, je l'espère. Il travaillait en toute la nuit, esquissant des plans, identifiant les vulnérabilités, déterminant à qui il pouvait confier la vérité et qui devait être géré avec précaution. À l'aube, ils avaient élaboré les grandes lignes d'une stratégie prévoyant une dissolution complète dans 18 mois, avec des mesures prudentes pour éviter les vides de pouvoir et la violence. Lorsque Elliot retourna enfin à la maison sécurisée, le soleil se levait sur la ville qu'il avait dirigée pendant près d'une décennie. Rachel dormait sur le canapé. Thomas montait la garde près de la porte. Elliot s'agenouilla à côté d'elle et écarta les cheveux de son visage. Elle remua et ouvrit les yeux. « Papa, je suis là. Ma chérie, qu'as-tu fait? »« J'ai fait ce qu'il fallait, » murmura Elliot. « Je t'ai choisi. » Les yeux de Rachel se remplirent de larmes. « Vraiment, vraiment? » Elliot embrassa son front. « Je rentre à la maison, Rachel. Le vrai moi. Cela prendra du temps, mais je rentre à la maison. » Elle enroula ses bras autour de son cou et le serra fort. Elliot Renard, le redoutable chef du crime organisé. L'impitoyable bâtisseur d'empire serra sa fille dans ses bras et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. L'espoir, le démantèlement de l'empire d'Elliot Renard commença par des formalités administratives. Pas de violence, pas de menaces, juste des signatures sur des documents qui transféraient la propriété, dissolvaient des partenariats et rompaient des liens qui avaient mis des années à se forger. Rachel était assise dans le bureau de son père, le regardant travailler sur des piles de contrats avec Marcus Trent à ses côtés. Cela faisait 5 jours depuis l'attaque au restaurant de Joe, et les ecchymoses sur sa gorge étaient passées du violet au jaune-vert, rappel visible de combien elle avait frôlé la mort. Celui-ci transfère les propriétés du front de mer à la famille Castellano, disait Marcus en faisant glisser un document sur le bureau. Ce sont des partenaires fiables. Ils maintiendront les opérations sans interruption. Elliot signa sans lire, faisant confiance au jugement de Marcus comme il n'avait jamais fait confiance à personne d'autre qu'Isabelle. « Et les importations? » demanda Elliot. « Vente à un acheteur étranger. Transactions propres, sans répercussion. Les équipes reçoivent des indemnités de départ généreuses. Personne ne perd son gagne-pain. » Rachel écoutait en silence, fascinée malgré elle. Elle avait passé des années à éviter de se renseigner sur les affaires de son père. Elle les traitait comme une pièce sombre dans laquelle elle refusait d'entrer. Mais en le regardant les démanteler pièce par pièce, elle vit quelque chose d'inattendu. Il était doué pour ça.
Stratégique, réfléchi, il minimisait les dégâts. Si seulement il avait appliqué ses compétences à la construction plutôt qu'à la gestion. Derek et Tyler demanda Elliot en posant son stylo. Ils sont partis, Marcus confirma. Derek travaille dans le bâtiment au Nevada. Tyler est retourné dans sa ville natale dans l'Ohio. Tous deux comprennent qu'il serait imprudent de revenir ici. Et Brown? L'expression de Marcus s'assombrit légèrement. Il est toujours dans l'établissement au nord de l'État, où il se remet de ses blessures. Il s'est montré coopératif. Il nous a dit tout ce qu'il savait sur les activités de Derek. Que voulez-vous qu'on fasse de lui? Elliot jeta un coup d'œil à Rachel. Elle croisa son regard, comprenant la question silencieuse. « Laissez-le partir, dit-elle doucement. » Les deux hommes se tournèrent vers elle. « Rachel, commença Elliot. « Je suis sérieuse, l'interrompit-elle. Il a souffert. Il a tout perdu. Sa réputation, ses relations, probablement son courage pour ce genre de travail. Le garder enfermé ne me protège pas. Cela fait simplement de vous ce que je vous ai demandé de ne pas être. » Elliot observa sa fille pendant un long moment, puis acquiesça. Libérez-le en lui signifiant que s'il s'approche à nouveau de ma famille, il n'y aura pas de seconde chance. Marcus prit note. Compris. Ils travaillèrent encore 1 heure avant que Marcus ne parte, emportant une maillette remplie de documents à classer, traiter et exécuter. La machine de la dissolution continuait de tourner. Lorsqu'ils se retrouvèrent seuls, Rachel s'assit sur le bord du bureau de son père. « Comment vous sentez-vous? » demanda-t-elle. « Étrange, » admit Elliot. « J'ai passé tellement de temps à construire cela, à le maintenir, à le défendre. Le laisser partir, c'est comme, je ne sais pas, comme sauter d'une falaise en espérant qu'il y ait un sol en dessous. »« Il y en a un, » dit Rachel doucement. « Je suis le sol, papa. J'ai toujours été là. » Les yeux d'Elliot s'embuèrent. Il se leva et la serra dans ses bras. « Je sais. Je suis désolé d'avoir mis autant de temps à le comprendre. » Ils restèrent ainsi un moment. Le père et la fille, dans le bureau où tant de décisions brutales avaient été prises. Ils prenaient maintenant la décision la plus importante, celle de choisir l'amour plutôt que le pouvoir, la présence plutôt que le contrôle, de se choisir l'un l'autre. La cloche au-dessus du restaurant routier de Joe sonna lorsque Elliot et Rachel franchirent la porte. C'était la fin de l'après-midi, le même moment où ils s'étaient rencontrés auparavant. La même lumière dorée traversait les fenêtres qui avaient été témoins de la violence et avaient survécu. Le restaurant avait rouvert 3 jours après l'attaque. Nouvelle direction, même banquette en vinyle rouge, même table ébréchée pour Mika. Le propriétaire, une autre personne, reconnut immédiatement Elliot et Polly. « Monsieur Renard, nous aimerions la banquette du fond, » dit Elliot calmement. « Si elle est disponible, » répondit le propriétaire en hochant frénétiquement la tête et en montrant le restaurant vide. « Bien sûr, tout ce que vous voulez. » Elliot et Rachel se dirigèrent vers la banquette où tout avait changé. Rachel s'assit la première, ses doigts effleurant la surface de la table. Elliot s'assit en face d'elle, dans la même position qu'auparavant. Mais tout était différent maintenant. Pas de garde à l'extérieur. Pas de sécurité surveillant depuis des voitures. Juste Thomas qui les avait conduits ici et qui buvait maintenant un café au comptoir, leur laissant leur intimité parce qu'Elliot le lui avait demandé sans lui donner d'ordre. La serveuse semblait jeune, nerveuse. « Un café, s'il vous plaît, » dit Rachel en souriant pour la mettre à l'aise. « 2, » ajouta Elliot. Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant que le café était servi, que la serveuse s'éloignait et que le restaurant reprenait son rythme habituel autour d'eux. « Tu te souviens de ce que j'ai dit? » demanda finalement Rachel. « Ce jour-là, avant que tout n'arrive, tu as dit que tu m'aimais, » répondit Elliot, « et que tu ne pouvais pas aimer ce que j'étais devenu. Peux-tu aimer ce que tu es en train de devenir? » demanda Rachel. Elliot réfléchit sérieusement à la question. Au cours des dernières semaines, il avait cédé des propriétés valant des millions, dissous des partenariats qui avaient pris des années à construire, renoncé à un pouvoir que la plupart des hommes auraient tout fait pour posséder. Il avait également dîné avec Rachel à 4 reprises, de vrais dîners, avec des conversations et des rires, sans être interrompu par des téléphones. Il avait assisté à son exposition d'art à l'université, debout à l'arrière comme n'importe quel père fier. Il lui avait appris à changer un pneu dans son allée, se salissant les pantalons coûteux sans s'en soucier. « J'apprends aussi, » dit Elliot avec sincérité. « C'est plus difficile que je ne le pensais. Être ordinaire, être présent sans tout contrôler.
Tu n'es pas ordinaire, dit Rachel. Tu es juste un père. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Elliot tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. Je sais, et je suis désolé d'avoir failli te perdre pour le comprendre. Rachel serra ses doigts. Nous sommes ici maintenant. C'est ce qui compte. La porte sonna à nouveau. Une famille entra. Des parents avec 2 jeunes enfants à la recherche d'un endroit où manger. Ils jetèrent un coup d'œil à Elliot, ne virent rien de menaçant et choisirent une table près de la fenêtre. Juste un autre client, juste un autre père. Elliot les regarda s'installer. La mère aidait le plus jeune à colorier. Le père passait la commande pour tout le monde. Normal, simple, la vie qu'il n'avait jamais pensé vouloir, la vie qu'il apprenait à construire. Que va-t-il se passer maintenant? Demanda Rachel. Elliot se tourna vers elle. Maintenant, nous finissons notre café, nous commandons peut-être une part de tarte. Ensuite, je te ramène au campus, je t'aide à réviser ton examen comme tu me l'as demandé. Et après ça, nous recommençons demain et après-demain. Nous construisons une vie, Rachel. Pas un empire, juste une vie. Ensemble. Les yeux de Rachel se remplirent de larmes. Des larmes de joie. J'aimerais ça. Ils restèrent dans cette cabine pendant plus d'1 heure à parler de tout et de rien. De ses cours, de ses projets de créer peut-être une entreprise légitime, des endroits où ils voulaient voyager ensemble. Quand ils se levèrent enfin pour partir, Elliot posa de l'argent sur la table, y compris un généreux pourboire. Alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie, Rachel s'arrêta, regardant en arrière la cabine où Bron l'avait attaqué, où son père l'avait sauvé, où tout avait changé. « Merci, dit-elle doucement. « Pourquoi? Pour m'avoir choisi? » Elliot passa son bras autour de ses épaules et la serra contre lui alors qu'il sortait dans la lumière déclinante du soleil. « Pour toujours, promit-il. À partir de maintenant, pour toujours. » La Mercedes quitta le restaurant Joe's, emmenant un père et sa fille vers un avenir qu'aucun d'eux n'aurait imaginé possible. Derrière eux, le restaurant était calme, ses banquettes en vinyle rouge attendant la prochaine histoire, la prochaine crise, le prochain moment où des vies ordinaires croiseraient des choix extraordinaires. Mais pour Elliot et Rachel Renard, l'histoire était déjà écrite, non pas dans la violence, le pouvoir ou la peur, mais dans la vérité simple et profonde que l'amour, le véritable amour, exigeait le courage de tout abandonner, sauf ce qui comptait le plus l'un l'autre. Merci d'être resté avec cette histoire jusqu'au dernier moment. C'est grâce à vous que ces histoires prennent vie. Si vous êtes prêt pour un autre voyage intense, il vous suffit de cliquer sur la vidéo suivante sur votre écran. Et avant de partir, laissez un petit commentaire et notez cette histoire de 1 à 10. Je suis impatient de connaître votre avis et d'échanger avec vous.